Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 15 et 16 du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 15, où le sac aux banknotes s'allège encore de quelques milliers de livres. Le train s'était arrêté en gare. Passepartout descendit le premier du wagon et fut suivi de Monsieur Fogg, qui aida sa jeune compagne à mettre pied sur le quai. Phileas Fogg comptait se rendre directement au paquebot de Hong Kong, afin d'y installer confortablement mademoiselle Aouda, qu'il ne voulait pas quitter, tant qu'elle serait en ce pays si dangereux pour elle. Au moment où M. Fogg allait sortir de la gare, un policeman s'approcha de lui et dit « Monsieur Phileas Fogg. »« C'est moi. »« Cet homme est votre domestique ?» ajouta le policeman en désignant Passepartout. « Oui. Veuillez me suivre tous les deux. » M. Fogg ne fit pas un mouvement qui pût marquer en lui une surprise quelconque. Cet agent était un représentant de la loi, et pour tout Anglais, la loi est sacrée. Passepartout, avec ses habitudes françaises, voulut raisonner, mais le policeman le toucha de la baguette, et Phileas Fogg lui fit signe d'obéir. « Cette jeune dame peut nous accompagner ?» demanda M. Fogg. « Elle le peut, » répondit le policeman. Le policeman conduisit M. Fogg, Mlle Aouda et Passepartout vers un palkigari, sorte de voiture à 4 roues et à 4 places, attelée de 2 chevaux. On partit. Personne ne parla pendant le trajet, qui dura 20 minutes environ. La voiture traversa d'abord la ville noire aux rues étroites, bordées de cahutes dans lesquelles grouillait une population cosmopolite, sale et déguenillée. Puis elle passa à travers la ville européenne, égayée de maisons de briques, ombragée de cocotiers, hérissée de mâtures, qui parcouraient déjà, malgré l'heure matinale, des cavaliers élégants et de magnifiques attelages. Le palkigari s'arrêta devant une habitation d'apparence simple, mais qui ne devait pas être affectée aux usages domestiques. Le policeman fit descendre ses prisonniers, on pouvait vraiment leur donner ce nom, et il les conduisit dans une chambre aux fenêtres grillées en leur disant « C'est à 8h30 que vous comparaîtrez devant le juge Obadiah. » Puis il se retira et ferma la porte. « Allons, nous sommes pris !» s'écria Passepartout en se laissant aller sur une chaise. Mademoiselle Aouda, s'adressant aussitôt à M. Fogg, lui dit d'une voix dont elle cherchait en vain à déguiser l'émotion. « Monsieur, il faut m'abandonner. C'est pour moi que vous êtes poursuivi. C'est pour m'avoir sauvé. » Phileas Fogg se contenta de répondre que cela n'était pas possible. Poursuivi pour cette affaire de sûreté, inadmissible. Comment les plaignants oseraient-ils se présenter? Il y avait méprise. M. Fogg ajouta que, dans tous les cas, il n'abandonnerait pas la jeune femme et qu'il la conduirait à Hong Kong. « Mais le bateau part à midi, » fit observer Passepartout. « Mais avant midi, nous serons à bord, » répondit simplement l'impassible gentleman. Cela fut affirmé si nettement que Passepartout ne put s'empêcher de se dire à lui-même « Parbleu, cela est certain, avant midi, nous serons à bord. » Mais il n'était pas rassuré du tout. À 8h30, la porte de la chambre s'ouvrit, le policeman reparut, et il introduisit les prisonniers dans la salle voisine. C'était une salle d'audience, et un public assez nombreux, composé d'Européens et d'indigènes, en occupait déjà le prétoire. M. Fogg, Mlle Aouda et Passepartout s'assirent sur un banc en face des sièges réservés aux magistrats et aux greffiers. Ce magistrat, le juge Obadiah, entra presque aussitôt, suivi du greffier. C'était un gros homme tout rond. Il décrocha une perruque pendue à un clou et s'en coiffa lestement. « La première cause, dit-il, mais portant la main à sa tête. « Eh, ce n'est pas ma perruque. »« En effet, monsieur Obadiah, c'est la mienne, » répondit le greffier. « Cher monsieur Osterpuff, comment voulez-vous qu'un juge puisse prendre une bonne sentence avec la perruque d'un greffier ?» L'échange des perruques fut fait. Pendant ces préliminaires, Passepartout bouillait d'impatience, car l'aiguille lui paraissait marcher terriblement vite sur le cadran de la grosse horloge du prétoire. « La première cause, » reprit alors le juge Obadiah. « Phileas Fogg, » dit le greffier. « Me voici, » répondit M. Fogg. « Passepartout ?»« Présent, » répondit Passepartout. « Bien, » dit le juge Obadiah. « Voilà 2 jours, accusé, que l'on vous guette à tous les trains de Bombay. »« Mais de quoi nous accuse-t-on » s'écria Passepartout impatienté. « Vous allez le savoir, » répondit le juge. « Monsieur, » dit alors M. Fogg, « je suis citoyen anglais et j'ai droit... »
Vous a-t-on manqué d'égard demanda M. Obadiah. Aucunement. Bien, faites entrer les plaignants. Sur ordre du juge, une porte s'ouvrit et 3 prêtres hindous furent introduits par un officier. C'est bien cela, murmura Passepartout. Ce sont ces coquins qui voulaient brûler notre jeune dame. Les prêtres se tinrent debout devant le juge, et le greffier lut à haute voix une plainte en sacrilège formulée contre le sieur Phileas Fogg et son domestique, accusés d'avoir violé un lieu consacré par la religion brahmanique. « Vous avez entendu » demanda le juge à Phileas Fogg. « Oui, monsieur, » répondit M. Fogg en consultant sa montre, « et j'avoue... » « Et vous avouez ?»« J'avoue, et j'attends que ces 3 prêtres avouent à leur tour ce qu'ils voulaient faire à la pagode de Pillaji. » Les prêtres se regardèrent. Ils semblaient ne rien comprendre aux paroles de l'accusé. « Sans doute, » s'écria impétueusement Passepartout, « à cette pagode de Pillaji devant laquelle ils allaient brûler leurs victimes. » Nouvelle stupéfaction des prêtres, et profond étonnement du juge Obadiah. « Quelle victime ?» demanda-t-il. « Brûler qui? En pleine ville de Bombay ?»« Bombay ?» s'écria Passepartout. « Sans doute, il ne s'agit pas de la pagode de Pillaji, mais de la pagode de Malabar Hill à Bombay. »« Et comme pièce de conviction, voici les souliers du profanateur, » ajouta le greffier, en posant une paire de chaussures sur son bureau. « Mes souliers !» s'écria Passepartout qui, surpris, au dernier chef, ne put retenir cette involontaire exclamation. On devine la confusion qui s'était opérée dans l'esprit du maître et du domestique. Cet incident de la pagode de Bombay, il l'avait oublié, et c'était celui-là même qui les emmenait devant le magistrat de Calcutta. En effet, l'agent Fix avait compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette malencontreuse affaire. Retardant son départ de 12 heures, il s'était fait le conseil des prêtres de Malabar Hill. Il leur avait promis des dommages-intérêts considérables, sachant bien que le gouvernement anglais se montrait très sévère pour ce genre de délit. Puis, par le train suivant, il les avait lancés sur les traces du sacrilège. Mais par suite du temps employé à la délivrance de la jeune veuve, Fix et les hindous arrivèrent à Calcutta avant Phileas Fogg et son domestique, que les magistrats, prévenus par dépêche, devaient arrêter à leur descente du train. Que l'on juge du désappointement de Fix quand il apprit que Phileas Fogg n'était point encore arrivé dans la capitale de l'Inde. Il dut croire que son voleur, s'arrêtant à une station de Peninsular Railway, s'était réfugié dans les provinces septentrionales. Pendant 24 heures, au milieu de mortelles inquiétudes, Fix le guetta à la gare. Quelle fut donc sa joie quand, ce matin même, il le vit descendre du wagon, en compagnie, il est vrai, d'une jeune femme dont il ne pouvait s'expliquer la présence. Aussitôt, il lança sur lui un policeman, et voilà comment M. Fogg, Passepartout et la veuve du Rajah furent conduits devant le juge Obadiah. Et si Passepartout eût été moins préoccupé de son affaire, il aurait aperçu, dans un coin du prétoire, le détective qui suivait le débat avec intérêt facile à comprendre, car à Calcutta, comme à Bombay, comme à Suez, le mandat d'arrestation lui manquait encore. Cependant, le juge Obadiah avait pris acte de l'aveu échappé à Passepartout, qui aurait donné tout ce qu'il possédait pour reprendre ses imprudentes paroles. « Les faits sont avoués » dit le juge. « Avoués » répondit froidement M. Fogg. « Attendu » reprit le juge. « Attendu que la loi anglaise entend protéger également et rigoureusement toutes les religions des populations de l'Inde, le délit étant avoué par le sieur Passepartout, convaincu d'avoir violé d'un pied sacrilège le pavé de la pagode de Malabar Hill à Bombay, dans la journée du 20 octobre, condamne le dit Passepartout à 15 jours de prison et à une amende de 300 livres. « 300 livres » s'écria Passepartout, qui n'était véritablement sensible qu'à l'amende. « Silence » fit l'huissier d'une voix glapissante. « Et, » ajouta le juge Obadiah, « attendu qu'il n'est pas matériellement prouvé qu'il n'ait pas eu connivence entre le domestique et le maître, qu'en tout cas celui-ci doit être tenu responsable des faits et gestes d'un serviteur à ses gages, retient le dit Phileas Fogg et le condamne à 8 jours de prison et 150 livres d'amende. Greffier, appelez une autre cause. » Fix, dans son coin, éprouvait une indicible satisfaction. Phileas Fogg retenu 8 jours à Calcutta, c'était plus qu'il n'en fallait pour donner au mandat le temps de lui arriver. Passepartout était abasourdi. Cette condamnation ruinait son maître. Un pari de 20 000 livres perdus, et tout cela parce que, en vrai badaud, il était entré dans cette maudite pagode sans enlever ses chaussures. Phileas Fogg, aussi maître de lui que si cette condamnation ne l'eût pas concerné, n'avait pas même froncé le sourcil. Mais au moment où le greffier appelait une autre cause, il se leva et dit « J'offre caution. »« C'est votre droit, » répondit le juge. Fix se sentit froid dans le dos,
Mais il reprit son assurance quand il entendit le juge, attendu la qualité d'étranger que Phileas Fogg et son domestique, fixer la caution pour chacun d'eux à la somme énorme de 1 000 livres. C'était donc 2 000 livres qu'il en coûterait à M. Fogg s'il ne purgeait pas sa condamnation. « Je paie, dit ce gentleman. » Et du sac que portait Passepartout, il retira un paquet de bank-notes qu'il déposa sur le bureau du greffier. « Cette somme vous sera restituée à votre sortie de prison, dit le juge. En attendant, vous êtes libre sous caution. »« Venez, dit Phileas Fogg à son domestique. »« Mais, au moins, qu'il rende les souliers !» s'écria Passepartout avec un mouvement de rage. On lui rendit ses souliers. « En voilà qui coûtent cher, murmura-t-il. Plus de 1 000 livres chacun, sans compter qu'ils me gênent. » Passepartout, absolument piteux, suivit M. Fogg qui avait offert son bras à la jeune femme. Fix espérait encore que son voleur ne se déciderait jamais à abandonner cette somme de 2 000 livres et qu'il ferait ses 8 jours de prison. Il se jeta donc sur les traces de Fogg. M. Fogg prit une voiture dans laquelle Mlle Aouda, Passepartout et lui montèrent aussitôt. Fix courut derrière la voiture et s'arrêta bientôt sur l'un des quais de la ville. À un demi-mille en rade, le Rangoon était mouillé, son pavillon de partance hissé en tête de mât. 11 heures sonnaient. M. Fogg était en avance d'1 heure. Fix le vit descendre de voiture et s'embarquer dans un canot avec Mlle Aouda et son domestique. Le détective frappa la terre du pied. « Le gueux !» s'écria-t-il. « Il part 2 000 livres sacrifiés. Prodigue comme un voleur. Ah, je le filerai jusqu'au bout du monde s'il le faut, mais du train dont il va, tout l'argent du vol y aura passé. » L'inspecteur de police était fondé à faire cette réflexion. En effet, depuis qu'il avait quitté Londres, tant en frais de voyage qu'en primes, en achat d'éléphants, en caution et en amende, Phileas Fogg avait déjà semé plus de 5 000 livres sur sa route, et le tant pour cent de la somme recouvrée, attribuée au détective, allait diminuant toujours. Chapitre 16, où Fix n'a pas l'air de connaître du tout les choses dont on lui parle. Le Rangoon, l'un des paquebots de la Compagnie péninsulaire et orientale emploi au service des mers de la Chine et du Japon, était un steamer en fer, à hélice, jaugeant brut 1770 tonnes et d'une force nominale de 400 chevaux. Il égalait le Mongolia en vitesse, mais non en confortable. Aussi Mlle Aouda ne fut-elle point aussi bien installée que l'eût désiré Phileas Fogg. Après tout, il ne s'agissait que d'une traversée de 3500 miles, soit de 11 à 12 jours, et la jeune femme ne se montra pas une difficile passagère. Pendant les premiers jours de cette traversée, Mlle Aouda fit plus ample connaissance avec Phileas Fogg. En toute occasion, elle lui témoignait le plus vive reconnaissance. Le flegmatique gentleman l'écoutait, en apparence au moins, avec la plus extrême froideur, sans qu'une intonation, un geste décelât en lui la plus légère émotion. Il veillait à ce que rien ne manquât à la jeune femme. À de certaines heures, il venait régulièrement, sinon causer, du moins l'écouter. Il accomplissait envers elle les devoirs de la politesse la plus stricte, mais avec la grâce et l'imprévu d'un automate dont les mouvements auraient été combinés pour cet usage. Mademoiselle Aouda ne savait trop que penser, mais Passepartout lui avait un peu expliqué l'excentrique personnalité de son maître. Il lui avait appris quel gageur entraînait ce gentleman autour du monde. Mademoiselle Aouda avait souri, mais après tout, elle lui devait la vie, et son sauveur ne pouvait perdre à ce qu'elle le vît à travers sa reconnaissance. Mademoiselle Aouda confirma le récit que le guide hindou avait fait de sa touchante histoire. Elle était en effet de cette race qui tient le premier rang parmi les races indigènes. Plusieurs négociants, par 6, ont fait de grandes fortunes aux Indes, dont le commerce des cotons. L'un d'eux, Sir James Jejeebhoy, a été anobli par le gouvernement anglais et Mademoiselle Aouda était parent de ce riche personnage qui habitait Bombay. C'était même un cousin de Sir Jojoboy, l'honorable Jeji, qu'elle comptait rejoindre à Hong Kong. Trouverait-elle, près de lui, refuge et assistance? Elle ne pouvait l'affirmer, à quoi M. Fogg répondait qu'elle n'eût pas à s'inquiéter et que tout s'arrangerait mathématiquement. Ce fut son mot. La jeune femme comprenait-elle cet horrible adverbe? On ne sait. Toutefois ses grands yeux se fixaient sur ceux de M. Fogg, ses grands yeux limpides comme les lacs sacrés de l'Himalaya. Mais l'intraitable Fogg, aussi boutonné que jamais, ne semblait point homme à se jeter dans ce lac. Cette première partie de la traversée du Rangoon s'accomplit dans des conditions excellentes. Le temps était maniable, toute cette portion de l'immense baie que les marins appellent les brasses du Bengale se montra favorable à la marche du paquebot.
Le Rangoon eut bientôt connaissance du Grand Andaman, la principale île du groupe, que sa pittoresque montagne de Saddle Peak, haute de 2400 pieds, signale de fort loin aux navigateurs. La côte fut prolongée d'assez près. Les sauvages papouas de l'île ne se montrèrent point. Ce sont des êtres placés au dernier degré de l'échelle humaine, mais dont on fait à tort des anthropophages. Le développement panoramique de ces îles était superbe. D'immenses forêts de lataniers, d'arecs, de bambousiers, de muscadiers, de tecs, de gigantesques mimosées, de fougères arborescentes couvraient le pays en premier plan, et en arrière se profilait l'élégante silhouette des montagnes. Sur la côte pullulaient par milliers ces précieuses salanganes, dont les nids comestibles forment un mets recherché dans le céleste empire. Mais tout ce spectacle varie, offert au regard par le groupe des Andamans, passa vite, et le Rangoon s'achemina rapidement vers le détroit de Malacca, qui devait lui donner accès dans les mers de la Chine. Que faisait pendant cette traversée l'inspecteur Fix, si malencontreusement entraîné dans un voyage de circumnavigation? Au départ de Calcutta, après avoir laissé des instructions pour que le mandat, s'il arrivait enfin, lui fût adressé à Hong Kong, il avait pu s'embarquer à bord du Rangoon sans avoir été aperçu de Passepartout, et il espérait bien dissimuler sa présence jusqu'à l'arrivée du paquebot. En effet, il eût été difficile d'expliquer pourquoi il se trouvait à bord, sans éveiller les soupçons de Passepartout, qui devait le croire à Bombay. Mais il fut amené à renouer connaissance avec l'honnête garçon par la logique même des circonstances. Comment? On va le voir. Toutes les espérances, tous les désirs de l'inspecteur de police étaient maintenant concentrés sur un unique point du monde, Hong Kong, car le paquebot s'arrêtait trop peu de temps à Singapour pour qu'il pût opérer en cette ville. C'était donc à Hong Kong que l'arrestation du voleur devait se faire, ou le voleur lui échappait, pour ainsi dire, sans retour. En effet, Hong Kong était encore une terre anglaise, mais la dernière qui se rencontra sur le parcours. Au-delà, la Chine, le Japon, l'Amérique offraient un refuge à peu près assuré au sieur Fogg. À Hong Kong, s'il y trouvait enfin le mandat d'arrestation qui courait évidemment après lui, Fix arrêterait Fogg et le remettrait entre les mains de la police locale. Nulle difficulté. Mais après Hong Kong, un simple mandat d'arrestation ne suffirait plus. Il faudrait un acte d'extradition, de là retard, lenteur, obstacle de toute nature, dont le coquin profiterait pour échapper définitivement. Si l'opération manquait à Hong Kong, il serait, sinon impossible, du moins bien difficile de le reprendre avec quelque chance de succès. Donc, se répétait Fix pendant ces longues heures qu'il passait dans sa cabine, donc, ou le mandat sera à Hong Kong et j'espère mon homme, ou il n'y sera pas, et cette fois, il faut à tout prix que je retarde son départ. J'ai échoué à Bombay, j'ai échoué à Calcutta. Si je manque mon coup à Hong Kong, je suis perdu de réputation. Coûte que coûte, il faut réussir. Mais quel moyen employer pour retarder, si cela est nécessaire, le départ de ce maudit Fogg? En dernier ressort, Fix était bien décidé à tout avouer à Passepartout, à lui faire connaître ce maître qu'il servait et dont il n'était certainement pas le complice. Passepartout, éclairé par cette révélation, devant craindre d'être compromis, se rangerait sans doute à lui. Mais enfin, c'était un moyen hasardeux qui ne pouvait être employé qu'à défaut de tout autre. Un mot de Passepartout à son maître eût suffi à compromettre irrévocablement l'affaire. L'inspecteur de police était donc extrêmement embarrassé quand la présence de mademoiselle Aouda à bord du Rangoon, en compagnie de Phileas Fogg, lui ouvrit de nouvelles perspectives. Quelle était cette femme? Quel concours de circonstances en avait fait la compagne de Fogg? C'était évidemment entre Bombay et Calcutta que la rencontre avait eu lieu. Mais en quel point de la péninsule? Est-ce le hasard qui avait réuni Phileas Fogg et la jeune voyageuse? Ce voyage à travers l'Inde, au contraire, n'avait-il pas été entrepris par ce gentleman dans le but de rejoindre cette charmante personne? Car elle était charmante. Fix l'avait bien vue dans la salle d'audience du tribunal de Calcutta. On comprend à quel point l'agent devait être intrigué. Il se demanda s'il n'y avait pas dans cette affaire quelque criminel enlèvement. Oui, cela devait être. Cette idée s'incrusta dans le cerveau de Fix, et il reconnut tout le parti qu'il pouvait tirer de cette circonstance. Que cette jeune femme fût mariée ou non, il y avait enlèvement, et il était possible, à Hong Kong, de susciter aux ravisseurs des embarras tels qu'ils ne pussent en tirer à prix d'argent. Mais il ne fallait pas attendre l'arrivée du Rangoon à Hong Kong. Ce Fogg avait la détestable habitude de sauter d'un bateau dans un autre, et, avant que l'affaire fût entamée, il pouvait être déjà loin. L'important était donc de prévenir les autorités anglaises et de signaler le passager du Rangoon avant son débarquement. Or, rien n'était plus facile puisque le paquebot faisait escale à Singapour
et que Singapour est relié à la côte chinoise par un fil télégraphique. Toutefois, avant d'agir et pour opérer plus sûrement, Fix résolut d'interroger Passepartout. Il savait qu'il n'était pas très difficile de faire parler ce garçon, et il se décida à rompre l'incognito qu'il avait gardé jusqu'alors. Or, il n'y avait pas de temps à perdre. On était au 30 octobre et le lendemain même, le Rangoon devait relâcher à Singapour. Donc ce jour-là, Fix, sortant de sa cabine, monta sur le pont dans l'intention d'aborder Passepartout, le premier, avec les marques de la plus extrême surprise. Passepartout se promenait à l'avant quand l'inspecteur se précipita vers lui en s'écriant « Vous ? Sur le Rangoon ?»« Bah, monsieur Fix à bord ?» répondit Passepartout, absolument surpris en reconnaissant son compagnon de traversée du Mongolia. « Quoi ? Je vous laisse à Bombay et je vous retrouve sur la route de Hong Kong ? Mais vous faites donc, vous aussi, le tour du monde ? » ?»« Non, non, répondit Fix, et je compte m'arrêter à Hong Kong au moins quelques jours. »« Ah, dit Passepartout, qui parut un instant étonné. Mais comment ne vous ai-je pas aperçu à bord depuis notre départ de Calcutta ? Ma foi, un malaise, un peu de mal de mer. Je suis resté couché dans ma cabine. Le golfe du Bengale ne me réussit pas aussi bien que l'océan Indien. Et votre maître, monsieur Phileas Fogg ? En parfaite santé et aussi ponctuel que son itinéraire. Pas un jour de retard. Ah, monsieur Fix, vous ne savez pas cela, vous, mais nous avons aussi une jeune dame avec nous. Une jeune dame ? Répondit l'agent, qui avait parfaitement l'air de ne pas comprendre ce que son interlocuteur voulait dire. Mais Passepartout l'eut bientôt mis au courant de son histoire. Il raconta l'incident de la pagode de Bombay, l'acquisition de l'éléphant au prix de 2000 livres, l'affaire du sutty, l'enlèvement d'Aouda, la condamnation du tribunal de Calcutta, la liberté sous caution. Fix, qui connaissait la dernière partie de ces incidents, semblait les ignorer tous, et Passepartout se laissait aller au charme de narrer ses aventures devant un auditeur qui lui marquait tant d'intérêt. « Mais en fin de compte, demanda Fix, est-ce que votre maître a l'intention d'emmener cette jeune femme en Europe ? » ?»« Oh, non pas, monsieur Fix, non pas. Nous allons tout simplement la remettre aux soins de l'un de ses parents, riche négociant de Hong Kong. »« Rien à faire, se dit le détective en dissimulant son désappointement. Un verre de gin, monsieur Passepartout ? Volontiers, monsieur Fix. C'est bien le moins que nous buvions à notre rencontre à bord du Rangoon. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 18h pour le chapitre 17 et 18. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. À demain. Bye bye.